Rebonjour à tous pour ce cours d'hébreu avancé. On a eu une première séance ce matin, on a une deuxième séance cet après-midi. Et comme c'est la Saint-Valentin, on s'est dit qu'on allait regarder une belle lettre d'amour en hébreu ancien. Bon, alors c'est pas exactement une lettre d'amour, mais c'est une lettre quand même, c'est déjà ça. Et donc, ah oui, donc je vais rouvrir la photo, je vous avais montré la photo de l'inscription. Alors, je vais vous montrer ça. Pour l'instant, donc on a passé du temps évidemment à découvrir un peu cet alphabet. Voyons voir. Hop là. Ça comme ça. Ah oui, on a un écran plus petit que ce matin, mais bon, on voit quand même. Très bien. Donc là, vous avez l'inscription qui est là. On a lu donc la première ligne. Donc première lettre, Aleph Lamed, L. Donc A, on écrit A en direction 2. Ensuite, Nun, Resh, ça c'est un iode, voilà, il n'est pas très bien fait. He, Vav, Ner, Yahu. Bon, voilà. Donc je vais écrire sur le tableau comme ça. Bonjour. Ben oui, c'est ça, et c'est ce que je disais aussi, c'est qu'en fait, on nous a changé de salle. Je préfère l'autre, mais bon, c'est pas grave. Donc, et effectivement, oui, on m'a demandé ce matin de vocaliser, donc je vais le faire. On va l'écrire en hébreu. El, Ner, Yahu. Voilà, Yahu. Mince. Voilà. Donc, El, Ner, Yahu. Ah, c'est pas très difficile. Euh, alors, cela dit, le phénomène que vous observez assez souvent, je peux écrire un peu plus gros. Excuse- Oui, Excusez-moi. oui, Est-ce qu'il est possible, oui, de le faire un petit peu plus gros parce que sur l'écran d'ordinateur, on ne le voit pas ouais, trop. ouais, Voilà. je vais Merci. écrire un peu plus Merci. gros. Ouais. Même ici, je trouve que c'est un peu petit. Voilà. Donc, normalement, quand on fait un nom propre comme ça, on va avoir la première composante, Ner, la lumière, et puis ensuite on a Yahu. Sauf que, assez souvent, vous avez une voyelle de liaison. Par exemple, je réfléchis, mais évidemment, c'est toujours dans ces cas-là qu'on n'a pas. Bon, enfin bref, vous avez souvent une voyelle de liaison i ou ou. Donc en fait, au lieu de faire juste ner et yaou, il faut se dire que c'est neri plus yaou derrière. D'accord? Neri, yaou. Le i ici est souvent interprété comme étant un pronom suffixe. Neri, ma lumière. Yahvé et ma lumière. Mais on a des cas où on a une voyelle de liaison i alors que ça n'a pas de sens de le comprendre comme un pronom suffixe première personne du singulier. Donc, Jouon appelle ça un rirec compaginis. Vous avez aussi une voyelle ou, par exemple. Par exemple, si vous dites Shmuel, par exemple, vous voyez, Shmuel, vous avez donc Shmuel. Là, vous avez une voyelle de liaison ou, Shmuel. Voyelle de liaison ou, là, pour le coup, c'est pas un pronom suffixe. Shmi, c'est mon nom. Shmo, c'est son nom. Si vous avez Shmi-el, mon nom est elle. Shmo-el, son nom est elle. Shmuel, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, une voyelle de liaison. Voilà. Donc, et donc, Shem, elle. Et donc, Shem, le dieu Shem, c'est un nom de Dieu, hein, il y a une divinité qui s'appelle Shem. Shem est Dieu. Shmuel. Shem est Dieu. Bon. Euh, il faut plutôt le voir comme ça. Et puis, vous pouvez avoir Shmi-el, effectivement, à ce moment-là. Maintenant, si on dit Shmi-el, là, il peut y avoir une ambiguïté. Bon. Donc, toujours est-il qu'il y a un son i, soit vous l'interprétez juste comme une voyelle de liaison, soit vous l'interprétez comme un pronom suffixe, mais dans tous les cas, au lieu d'avoir juste ner yahu, vous allez avoir neri yahu. Alors évidemment, les deux iodes, on va les combiner. Neri yahu, vous imaginez bien qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va écrire qu'un seul iode et on va lui mettre un dagesh. D'accord? Donc vous allez avoir neri yahu, quelque chose comme ça. Euh, Voilà. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le vocaliser. Si vous vocalisez Ner-Yahu, ça ne me dérange pas. Neri-Yahu, voilà. Bon. En tout cas, c'est comme ça qu'il est vocalisé dans la Bible. Très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben voilà, c'est tout.
Au niveau de la vocalisation, ça va? El, Neri, Yaou, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Ensuite, Vav, et, on va vocaliser avec un schwa, tout simplement. Et puis ensuite, on passe à la deuxième ligne. De nouveau, Aleph, Lamed, El. Donc, on va l'écrire. Et puis là, vous avez un joli point. Vous voyez, le point, on ne voit pas toujours le point de séparation. Là, vous l'avez là, le point de séparation, mais il est à moitié effacé. Mais c'est un peu compliqué parce qu'en plus, vous voyez, donc d'une part, ces inscriptions sont quand même pas mal effacées. Là, j'ai cherché à en trouver une qui n'était pas trop effacée, mais surtout, les inscriptions étaient en plus réutilisées. C'est-à-dire que si vous regardez là, vous voyez qu'il y a des traits là. Vous voyez les traits, des machins, des petites traces d'encre à moitié effacées. C'est ce qu'on appelle des palimpsestes. Un palimpseste, vous connaissez le terme palimpseste? Je vais vous l'écrire quand même parce que c'est vrai qu'il y a plein de vocabulaire. Faut que vous connaissiez quand même. Donc, ostraka, on a vu ce matin, ostracon, un ostracon des ostracas, pluriel ostraca. Et puis là, donc, un palimpseste. Alors, un palimpseste, ça veut dire quoi? Un palimpseste, c'est un document qui a été effacé pour être réutilisé. Donc, imaginez, vous avez donc déjà utilisé que ce soit un papyrus, un parchemin, vous avez copié un texte dessus, vous le lavez et vous le réutilisez. Bon, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un document palimpseste. Et souvent, quand on nettoie pas très bien. Donc là, en l'occurrence, l'ostracon est un palimpseste, comme la plupart, enfin comme beaucoup en tout cas d'ostracas qu'on voit là-bas. C'est donc vous avez des traces d'une inscription antérieure qui a été effacée et on a réécrit. On voit même assez bien la ligne là. Vous voyez, on a même presque un. Est-ce qu'on en a parlé dans notre édition? Je vois, parce que des fois les ostracas étaient tellement mal lavés qu'on pouvait lire euh, la, la face antérieure. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Euh, bon, on dit bien que c'est un palimpseste, etc., qu'il a commencé, d'accord. Bon, bref. Bon, voilà. Donc, on en parle un petit peu dans notre commentaire. Voilà. Bon. Oui. Non, c'est à l'encre. Pardon? L'encre? Oh, bah, c'est de la suie. L'encre dans l'Antiquité, c'est la même encre que vous utilisez, que ce soit sur un parchemin, un papyrus, un ostracon. Oui, l'encre, on écrit à l'encre. Donc, pour faire de l'encre, ça dépend quelle couleur vous voulez faire. En général, c'est du noir, parce que le plus simple, c'est de la suite. Donc, vous avez une cheminée. Vous savez, il faut nettoyer la cheminée. Je ne sais pas si vous voyez, ça s'accumule. Même si vous avez un poêle aujourd'hui avec une jolie vitre, régulièrement, il faut enlever toute la suie là, qui s'accumule. Bon, bah, en fait, vous la récupérez et hop, vous la diluez et ça vous fait de l'encre noire. C'est comme ça qu'on fait de l'encre noire dans l'Antiquité. Pour faire d'autres couleurs, c'est plus compliqué, de l'encre rouge, etc. Souvent, on va aller gratter certaines pierres, de l'oxyde, par exemple des pierres qui s'oxydent, etc. Ça vous fait une petite couleur rouge. Voilà, donc il y a des pigments. On peut faire des pigments comme ça. Mais évidemment, dans la vie de tous les jours, vous imaginez bien qu'on ne s'embête pas à faire des pigments, donc on prend juste de la suie. Voilà. Donc oui, c'est ce que vous avez sur tous les documents de l'époque, que ce soit en hébreu ou dans une autre langue. Hein. Voilà. Donc ça, donc effectivement, ils sont peints là. Vous pouvez aussi graver. C'est vrai que je vous avais montré ce matin, on a quelques cas de d'inscription gravée. Alors, attendez, je vais juste aller regarder du coup juste les photos couleurs. Et je vais aller voir tout de suite à la fin, vous montrer celle voilà, la cruche là qui est ici. Où vous voyez, j'ai pris des photos avec différents noms. Là, effectivement, là, c'est gravé dedans. Voilà, donc ça, vous pouvez graver. Et à ce moment-là, si vous gravez soit avant cuisson. L'avantage, c'est que l'argile est encore molle, hein, donc vous y allez avec un petit truc et ça gratte dedans sans problème. Et ensuite, ça sèche. Soit vous le faites après cuisson, mais là, c'est dangereux, il ne faut pas casser. Et là, on tape un petit peu dedans. Vous imaginez, tac, 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 avec un petit marteau, un burin. Et là, vous pouvez voir les coups. Je ne sais pas si en zoomant comme ça, vous voyez les petits coups là? Un petit rond, un petit rond, un petit rond. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait les traits. Tac, 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 un petit trou, un petit trou, un petit trou, un petit trou, pour faire des lettres. Là, vous avez un lamed, vous voyez. Là, vous avez un yod. Et là, ça, c'est gravé après cuisson. On en a qui sont gravés. Donc, la plupart de ce qu'on a là, effectivement, c'est peint. Donc, c'est à l'encre. Mais il y en a quand même qui sont gravés. Les inscriptions sur jarre. Mais là, oh là là, quel numéro? Là, regardez là, tac, c'est ça? Ouais, voilà. Donc là, par exemple, vous en avez un qui est gravé également, mais qui a été gravé avant cuisson. Donc là, on fait sa jarre. La jarre, elle n'est pas encore sèche. Hein. Là, c'est de l'argile, donc comme de la pâte à modeler. Hein. Et donc, dedans, vous pouvez, comme ça, faire des traces, comme ça, là, hop, là, vous faites une petite trace, un petit machin, etc., etc. Bon. Et donc, ça vous permet comme ça
Alors, vous voyez, là, il y a un hé qui est bizarre parce qu'il a quatre traits, là, quand même, franchement. Puis là, vous avez son espèce de chi, là, comment il le fait. Enfin, bref, bon, voilà. Donc là, le lamelle, etc. Bon, voilà. Celui-là, il est vraiment bizarre, le iode avec le retour comme ça. Enfin, bref, on en parle dans notre commentaire. Bon, enfin, bref. Donc, ça, c'est gravé en cuisson. Donc, on a quelques cas comme ça, donc d'inscriptions qui sont gravées avant ou après cuisson, mais l'immense majorité, c'est pas un l'encre. D'accord? Alors, il faut que je retrouve notre 22, là, c'est ça, voilà. Bon. De l'autre côté, d'ailleurs, on va pas étudier de l'autre côté, mais c'est quand vous retournez, ça c'est le même, hein, c'est le même qu'on retourne, il faut le retourner, le faire pivoter. Vous avez la fin du texte, et là aussi, vous avez du texte aussi qui a été effacé là. Bon. Donc, tout ça pour dire que c'est très fréquent de recycler. Non seulement déjà les ostracas c'est déjà du recyclage puisque c'est une poterie qui part à la poubelle, donc déjà vous la recyclez comme support d'écriture, mais ce support d'écriture vous le recyclez encore comme support d'écriture et vous l'avez. Bon. Donc tout ça pour dire que c'est pas toujours évident de bien voir les points de séparation. Là, en tout cas, vous en avez un beau ici. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est un trou au-dessus. Donc ça c'est aussi un autre problème. Il vaut mieux avoir les objets entre les mains, hein. Quand on les a sous la main, c'est quand même plus facile qu'en photo. Voilà. Donc on continue. Donc on dit VL ici très bien. Donc même chose, préposition L. Et alors, qu'est-ce qu'on a après? Donc, on a vu ce matin, là, vous avez un shin, vous avez ici un mem, vous avez un ayin, un petit peu pointu, là, un petit peu anguleux, qui pourrait faire penser à un dalet, mais sauf que le dalet, il devrait quand même être penché dans l'autre sens. Vous voyez, le dalet, il devrait être penché de cet angle-là. Les lettres, elles penchent vers l'avant, comme ça, là. Enfin, je veux dire, en haut vers l'avant. Sauf que là, le ayin, lui, il est penché dans l'autre sens. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on peut faire la distinction. Ensuite, là, vous avez un yod, une espèce de Z avec je vais cliquer, avec un trait au milieu comme ça. Et puis, de nouveau, vous avez un He avec le trait vertical et trois traits horizontaux. Et puis là, vous avez votre clé anglaise, là, le Vav. Donc, on écrit Shin, Mem, Ayin, pardon, Yod, He, Vav. Alors évidemment, comme on avait un premier nom propre de destinataire, là on s'attend à avoir un deuxième nom propre. On reconnaît la racine shama, entendre. Donc vous avez Dieu a entendu. Donc le verbe shama, on l'écrirait comme ça, hein, avec ces deux A normalement. Hein, shama, un A en syllabe ouverte avec un kametz, un A en syllabe fermée s'écrit avec un pata. Et puis derrière vous mettez Yahoo. Très bien, vous êtes content. Entre les deux, il va falloir mettre quelque chose sous le haïn, évidemment. Donc on va lui mettre un schwa. S'il n'y a pas de voyelle, le schwa indique l'absence de voyelle. Shama Yahou. Sauf que, évidemment, vu qu'on n'en a fait qu'un seul mot, il va falloir faire tomber l'antéprétonique. Alors le problème, c'est que l'antéprétonique, elle ne peut pas forcément tomber. D'abord, ça va dépendre où vous mettez l'accent. Soit vous me dites que c'est Yahoo, parce que c'est Yahweh, normalement l'accent, mais en même temps, vu qu'on est on peut aussi dire qu'on dit Yahoo, et que le ou à la fin ne prend pas l'accent. Donc, dans tous les cas, que l'accent soit là ou qu'il soit là, ici, la prétonique, elle est en syllabe fermée, donc on ne peut pas la faire tomber. Donc, on va faire tomber celle-ci. Donc, on va dire Shmayahu. Donc, c'est comme ça que vous allez le voir orthographié dans la Bible. On peut chercher Shma Yahou. Voilà. Vous voyez, Shma Yahou. Et là, vous voyez qu'effectivement, l'accent, il est sur le Ya. Yahou, Yahou. Etc., etc. Bon, voilà. Excusez-moi, Oui, s'il vous plaît. oui. J'ai une question. J'ai essayé de mettre l'accent, comme vous l'indiquez, sur certains mots, et je n'ai pas trouvé dans votre logiciel sur quoi il fallait Ah, ce qu'il pour mettre fallait l'accent taper pour sur mon avoir clavier, cet accent. Oui, alors moi là, je suis sur mon Mac et c'est sur la touche de l'accent circonflexe. Ah, si j'appuie sur la touche de d'accord, l'accent circonflexe, ça me met l'accent. Alors l'accent, moi je prends cet d'accord. accent-là parce que c'est la convention déjà dans Jouon. Hein, si vous regardez Jouon, voilà, mais vous verrez bien Oui, oui, qu'évidemment dans la Bible vous avez plein d'accents. Voilà, vous en avez plein. oui, Enfin, il y en a beaucoup d'autres. toute une pléthore. Voilà, Bon, il selon faut. le. Voilà. Ouais. Mais disons, si vous voulez juste indiquer sur quelle syllabe se place l'accent, moi j'utilise cet accent-là.
Et donc, juste sur l'accent circonflexe, bon, voilà. Entendu. Merci. Euh, du coup, pour Neriyahu, on peut se poser la question aussi de dire est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre l'accent là? On va regarder, bah oui, vous l'avez ici, Neriyahu, vous voyez. Bon, mais pas toujours, hein, vous voyez, Neriyahu. Ah oui, mais parce qu'il y a peut-être à cause du Makef. Non, parce qu'il y a un Makef et Yahoo aussi. Bon, enfin voilà, donc c'est pas forcément systématique, mais on peut le mettre là aussi si vous voulez. Donc El Neriyahu, VL Shmayahu. Donc A Neriyahu et A Shmayahu, donc il y a deux destinataires, très bien, j'écris à deux personnes. Et qu'est-ce que je leur écris? Très bien, on est content, on va à la suite. Là, vous avez un petit point de séparation, c'est bien, il est gentil, à moins que ce soit le sommet de cette lettre-là, je sais pas. Bon, en tout cas, on va considérer qu'il y a un point de séparation. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on lit comme lettre? Ici, vous reconnaissez le trait le trait vertical avec trois traits horizontaux, donc ça vous dit que c'est un He, sauf s'il y a un trait de l'autre côté, auquel cas ça peut être un Chet. Normalement, le Chet, le trait du dessus ne dépasse pas. Là, le trait supérieur est protubérant. Mais normalement pas sur le Chet. Enfin, ça peut arriver quand même. Mais surtout, il n'y a rien ici, donc on reconnaît bien He. He. Ensuite, ici, vous reconnaissez un trident, trois traits comme ça, tac, tac et tac. Donc c'est un Shin, mais un Shin vraiment cursif. Hein. Il n'a pas fait son truc bien comme il faut, il a juste fait les trois traits, tac, tac, comme ça. Donc une sorte de V et un trait supplémentaire. La lettre suivante, elle est facile à reconnaître parce qu'il y a cette grande haste au-dessus. Donc on reconnaît un lamed avec le petit coude ici comme ça. Donc un lamed. Ensuite, vous avez les jambages au-dessus. Un, deux, et on revient et on fait et on descend. Donc c'est un mème. Voilà. Euh, Ici en dessous, vous avez un point de séparation alors qui touche le sommet. Donc on peut dire, ah non, ça pourrait être le sommet du même qui revient derrière, mais sauf que si vous regardez, il fait ce geste-là. Donc comme il fait ce geste-là, on comprend que le point en dessous, il est à part. Il est collé, mais il est à part. Et puis ensuite, on a la lettre suivante qui est facile à reconnaître avec les deux traits obliques plus la grande diagonale. Donc ça, c'est un Aleph. Le trait suivant, c'est une croix. Alors vous avez vu qu'il y a un trait épais d'un côté et un trait fin de l'autre, parce qu'ils utilisent des pinceaux, et que les pinceaux sont des petites brosses, et donc c'est comme, je ne sais pas si vous avez fait un peu de la calligraphie, vous avez des pleins et des déliés là. Donc effectivement, il y a certains traits, là le trait il est épais parce qu'il est dans ce sens-là, ce trait-là il est plus fin. C'est comme pour le Aleph, il y avait un trait épais ici et deux traits fins là. Mais sinon, on reconnaît le Tav, et puis ensuite, de nouveau, on va reconnaître un mème, comme ici, il y avait un mème ici, un M en haut, là on en voit un là aussi, là il y en a un là aussi, un trait, un deuxième trait, et on descend. D'accord? On va s'arrêter là. Donc on a deux mots là déjà à étudier. Euh, alors est-ce que vous avez des idées sur la façon dont on va analyser ces mots? Hachalom, ouais, ouais. Atem, Hachalom, Atem. Très bien, c'est parfait. C'est ce que vous aviez trouvé aussi, ceux qui sont à distance? Oui. Mais avec deux possibilités pour Shalom, Avec deux possibilités pour Shalom, c'est-à-dire soit un article suivi de Shalom, soit un interrogatif à Shalom. Ah oui, de savoir si le he est un article ou un interrogatif. C'est une très bonne question. Interrogatif. Euh, donc, article ou interrogatif. D'abord, on ne va pas les vocaliser de la même manière, effectivement. Bon, Tout à fait. si c'est un article défini, on le vocalise comment? Avec un patar Patar et un dagesh, dans le shin. et un dagesh dans le shin, d'accord? Article défini, c'est ça. Patar plus dagesh, pas de problème. Ha, shalom. Shalom, vous le vocalisez comment? Avec un holem, avec un kametz et Un un kametz holem et un sur le cholem. lamed. Très bien. Un holem. Ha, shalom. Alors oui, vous noterez là que j'ai pas mis un même final. Parce qu'en hébreu, il n'y a pas de différence, il n'y a pas encore de différence entre les voyelles, les formes médiales et finales. Donc, à cette époque-là, vous voyez, le même, il est le même, vous voyez, je vais vous montrer la photo, c'est le même que vous avez en milieu de mot ou en fin de mot, c'est le même. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, alors, vous pouvez, hein, si vous voulez mettre un même final, il n'y a pas de problème, on est en fin de mot de fait. Mais
Moi, par convention, je n'utilise pas de forme finale pour bien montrer que dans le texte que j'ai sous les yeux, il n'y a pas de forme finale. La forme finale n'existe pas. Donc, ha-shalom, donc le shalom, et ensuite atem, Kametz et kametz, Ségol. kametz et ségol. Ségol? Et dagesh dans le tav, je vous écoute. Alors moi, je ne l'ai pas mis, mais je ne sais pas. C'est une question de vocabulaire. Alors oui, J'ai pas. effectivement, il y a un dagesh. Oui, il y a un Dagesh, d'accord. Et du coup, voilà, il y a un patard, hein, c'est ça. Si on met un dagesh dans le tav, on veut mettre un patard. Ah, d'accord. Ouais, Oui, non, mais j'ai mis un patard en plus, moi. Je ne voilà, sais pas très bien. pourquoi. Donc, ha-shalom atem. Alors, si vous, effectivement, lisez un article défini, le shalom, atem, toi. Le shalom, toi, ha-shalom, atem, enfin vous en l'occurrence, hein, parce que c'est, pardon, c'est du pluriel, atem, vous deux, Oui. forcément, il y a Neriyahu et Shemayahu. Donc, vous êtes le shalom. C'est ça, hein, parce que si vous dites ata, toi, ou atem, toi, hameler, hameler, ata, c'est toi, tu es le roi. Donc, vous êtes le shalom. Ah, c'est c'est un peu bizarre. Moi, je pensais que c'était la formule un peu de politesse d'une lettre, la paix soit avec toi. Donc, ah, voilà, donc la paix soit avec vous, ou un truc comme ça, c'est très bien. Mais à ce moment-là, si c'est avec vous, Il faudrait oui, une préposition. athème, c'est pas terrible. Il faudrait une préposition. Ouais. Ouais. Donc, dans la Bible, on a des expressions comme ça où on invoque le shalom pour quelqu'un, on souhaite que la personne, mais regardez ce qui se passe. Vous savez quelle préposition on va, on va utiliser? Shalom. Al, normalement. Alors, on me propose Et al. Shalom al Israël. Voilà, shalom Shalom al al Israël, Israël. par Bon. exemple. Alors, regardez ce qu'on a. Si on regarde shalom, euh, alors là, on trouve pas beaucoup. Hein. Shalom al, pourquoi pas? Moi, je veux bien. Hein, alors, attends, etc., etc. On n'a pas beaucoup. Voilà, je cherche des versets où il y a shalom. Euh, et puis en plus, là, il m'a mis shalom. Il y a aussi, il me met aussi shulam. Donc, je vais préciser que c'est le. Attends, oula, attendez, je vais recommencer. Alors, attendez, j'ai mis un. Ouais. Alors, voilà, c'est celui-là qu'on veut. Et donc, comme je disais, si vous cherchez, alors, voilà, donc vous avez Shalom al Yisraël. Bon, très bien, vous avez deux fois, psaume 125 et 128, mais c'est pas beaucoup. Alors que si vous avez la préposition Lamed, Hashalom lo, Vayomer Shalom lachem, etc., etc. Et là, on en a beaucoup. Shalom leavdecha, Shalom, etc., Shalom lecha, Shalom lar, etc., etc. Donc, on peut effectivement imaginer de dire Shalom alechem, Shalom sur Mais vous, dans ces cas-là, il n'y a pas d'article. Dans les exemples que vous avez cités, il n'y a pas d'article. mais effectivement, on ne mettrait pas d'article. De manière générale, vous voyez, dans les exemples qu'on a, on dit shalom, on ne dit pas ha shalom, c'est pas le shalom, c'est shalom tout court, et la préposition lamed. Donc là, ici, on aurait shalom lachem, quelque chose comme ça. Shalom lachem ou shalom alechem. On n'aurait pas ha devant. Donc cette histoire de mettre le he comme un article défini devant, c'est pas terrible. Alors l'autre possibilité que vous aviez mentionnée, c'est qu'au lieu que ce soit un article défini, ce soit un, un Un interrogatif. interrogatif. Et à Un ce moment-là, interrogatif, ouais. voilà, c'est ça. Et donc, on le vocalise comment l'interrogatif? Patar, normalement. Alors non, c'est pas un patard. Un Ah, khatef j'ai vu patard. plusieurs vocalisations. Un Ah, un tef patar. interprétateur, oui. Oui, c'est ça, voilà. Exactement. Donc, le he interrogatif, c'est un khatef patard. Est-ce que shalom, alors shalom pas bouger, est-ce que shalom, vous? Ha shalom atem. Ha shalom atem. Et là, alors on va regarder du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit
dans la Bible un hé interrogatif suivi du terme shalom. Voilà, hashalom lo, hashalom avichem, hashalom lanahar, hashalom ata, etc., etc. Oui, donc on l'a exactement. Alors là, on a ata, mais on n'a pas le pluriel. Est-ce qu'on a hashalom? Je regarde si on a du hashalom atem. Non, mais on a hashalom ata. Bon. Donc, vous avez l'exemple ici. Hein, Vayomer Yoav le Amasa. Donc, Yoav dit alors à Amasa, hashalom ata achi. Est-ce que shalom, toi, mon frère? Alors vous remarquez qu'en fait, on a plusieurs syntaxes, puisqu'on a vu aussi que même dans ces cas-là, on peut aussi utiliser plutôt la préposition lamed. Lamed, on a vu tout à l'heure shalom lachem, shalom alechem. Vous pouvez aussi mettre l'interrogatif devant ça. Hashalom lo. Est-ce que shalom pour lui? Mais là, on n'a pas lamed. On ne dit pas hashalom. Là, autre exemple ici, Genèse 43, 27. Vayish al lahem, il demanda alors à eux les shalom, en vue du shalom, il leur demanda Vayomer, et il dit alors Hashalom avichem, est-ce que shalom, votre père, Hazaken, le vieux, votre vieux père, Asher amartam, à propos duquel amartem vous avez dit Haodenu chai, est-ce que encore lui vivant? Est-ce qu'il est encore vivant? Bon. Et donc ici on voit qu'on n'a pas Hashalom les avichem, il n'y a pas de préposition lamed. Donc on voit qu'on a les deux possibilités. Vous pouvez dire hashalom suivi de la préposition lamed. Là encore, on a aussi l'exemple de hashalom la nahar. Est-ce que shalom pour le nahar, le jeune serviteur, le jeune, bon, hein, et donc les Avshalom pour Absalom, etc., etc. Donc vous pouvez donc avoir le choix de mettre soit Hashalom suivi directement du nom, ou bien introduit par la préposition lamed. Autre exemple, dans 2 Rois 4, 26, Ata, maintenant, Rutzna, court donc, Likrata, à la rencontre d'elle, Ve'emar lo, Ve'emor, pardon, lo, vous voyez, c'est un kametz ratouf, et tu diras à elle, Ve'emor là, tu diras à elle, Hashalom lach. Est-ce que shalom pour toi, et là vous avez la proposition la bête, Hashalom les isher, est-ce que shalom pour ton homme, Hashalom la yeled, est-ce que shalom pour l'enfant? Vatomer shalom. Et elle répondit shalom. Donc, est-ce que shalom? Oui, oui, shalom. Bon, voilà. Donc, vous voyez ici que dans la Bible, on se rend compte qu'on peut soit mettre directement la personne à qui on souhaite ou on s'enquiert, disons, du bien-être, ou bien on peut mettre la préposition la mettre devant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces deux syntaxes? Bon, on ne sait pas. Voilà, on peut spéculer, on peut se demander. Le terme shalom lui-même est un shem katal, c'est-à-dire primitif, donc katol, donc c'est-à-dire un shem d'infinitif absolu. Hein, c'est ça qu'on dit, vous savez, katol, voilà, donc si on utilise atem comme une sorte de sujet du verbe shalom, on peut imaginer que ce soit un infinitif absolu, que ce soit une ancienne syntaxe d'infinitif absolu. Bon, voilà, on ne sait pas. Voilà, on spécule, mais bon. Voilà. En fait, voilà, toujours est-il que c'est comme ça qu'on peut dire les choses. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que cette syntaxe qu'on trouvait dans la Bible, et on pouvait se demander est-ce qu'elle est authentique, est-ce que c'est vraiment comme ça que les gens parlaient à l'époque, ben là, vous avez la réponse. Là, vous voyez, vous avez une vraie lettre écrite par une vraie personne à une autre vraie personne à l'époque, 600 ans avant notre ère. Ce que vous avez sous les yeux, c'est pas un manuscrit, voilà, c'est pas le codex de Léningrad, c'est pas un texte qui date de 1000 ans après Jésus-Christ, c'est un vrai texte de l'époque. Et donc les gens se saluaient vraiment comme ça. Quand on écrit à quelqu'un, comment allez-vous? On dit en français, j'espère que tu vas bien, etc., etc. Shalom atem. Est-ce que shalom vous? Voilà. Excusez-moi, Oui, je vous écoute.
une question. Du coup, ça veut dire qu'à cette époque, l'hébreu est encore une langue vivante, parlée par tout le monde, et n'a pas encore été supplanté par l'araméen comme on le lit parfois. Alors, la question qui est posée, c'est savoir est-ce qu'à l'époque l'hébreu était une langue vivante et n'avait pas été encore supplanté par l'araméen? Alors oui, bien sûr, l'hébreu était une langue vivante et va le rester encore pendant des siècles. Euh, il est supplanté par l'araméen. Est-ce qu'il est vraiment supplanté par l'araméen? Alors c'est vrai qu'effectivement, euh, après l'hébreu va se réduire. Bon, c'est vrai qu'effectivement, les royaumes hébréophones vont disparaître. Bon, c'est vrai qu'il y a le problème du royaume du Nord qui va disparaître, de fait, en 722. Les populations vont être dispersées. On va continuer à parler hébreu parce qu'il y a les Samaritains. Et donc, on a des inscriptions sur le mont Garizim, mais qui, effectivement, à l'époque achéménide et l'époque hellénistique, sont principalement en araméen, mais on a aussi un peu d'hébreu. Donc, les Samaritains continuent à utiliser l'hébreu, mais dans la vie de tous les jours, ils utilisent plutôt l'araméen. En Judée, on va continuer à utiliser l'hébreu. On a des inscriptions hébraïques qui vont être utilisées. Mais c'est vrai qu'on trouve aussi pas mal d'inscriptions araméennes. Donc, c'est sûr que les gens vont davantage écrire l'araméen. En Galilée, effectivement, on n'a pratiquement plus que de l'araméen. Mais disons, ça arrive quand même tardivement, on va dire. Là, on parle d'époque hellénistique et romaine, quoi. Là, on est quand même 600 ans avant notre ère. Donc là, on est en plein à l'époque du royaume de Juda. En tout cas, oui, là, ce qui est sûr, mais D'accord. on le savait déjà, on a des centaines, enfin des centaines, oui, un peu plus d'une centaine d'ostracas qu'on connaissait déjà, et d'autres inscriptions, et qui sont toutes en hébreu, en fait, de cette époque-là. Donc oui, oui, on sait qu'on a un royaume hébréophone, euh, avec pour capitale Jérusalem, à cette époque-là, et d'autres royaumes à côté qui parlaient une langue qui est à peu près de l'hébreu. Hein. Vous voyez, le royaume de Moab, le royaume d'Édom, etc. Bon, voilà, c'est des langues, même le phénicien, le phénicien, c'est à peu de choses près, c'est de Oui. l'hébreu. Alors, Voilà. ouais, une question subsidiaire, est-ce que, parce que pour le moment, bon, moi je découvre effectivement ce genre de texte, est-ce que cette langue, on sait que par exemple, il peut y avoir une langue littéraire soignée avec des tournures syntaxiques particulières, est-ce que cette langue telle qu'elle nous apparaît dans ce type d'inscription, elle s'écarte des normes, on va dire, traditionnelles de l'hébreu littéraire? Alors donc la question, c'est est-ce que la langue qu'on voit ici s'écarte des normes littéraires de l'hébreu traditionnel? Encore pour cela, faudrait-il connaître les normes littéraires de l'hébreu traditionnel. Et le problème, c'est que l'hébreu ancien était connu jusqu'à récemment uniquement par la Bible. Or, on n'a aucune idée de quand la Bible a été rédigée. On sait surtout que la rédaction, elle dure très longtemps, puisqu'on voit qu'à l'époque de Qumran, on continue à rédiger la Bible. Donc en fait, quand vous lisez un texte hébreu dans la Bible, bien sûr, Gesenius avait déjà essayé de dire qu'il y a de l'hébreu pré-exilique, post-exilique, on avait déjà essayé de faire un peu des phases de l'hébreu, il n'avait pas totalement tort d'ailleurs, il a dit des choses intéressantes, mais tout ça restait parfaitement spéculatif parce qu'on travaillait sur des manuscrits qui dataient de 1000 ans après Jésus-Christ. Donc on nous donne des textes qui datent de 1000 ans après Jésus-Christ en nous disant que c'est censé refléter la façon dont les gens parlaient 1000 ans avant Jésus-Christ. On n'a aucune idée. Donc là, pour la première fois, on a des vrais textes de l'époque. Alors effectivement, ce n'est pas des textes littéraires. Là, on a des gens qui s'écrivent. Mais justement, c'est la remarque que je faisais tout à l'heure à propos de cette expression Hachalom Atem, en disant là, on a la preuve, là, voilà, on a un témoignage direct de gens qui s'écrivent. Alors, est-ce que là, ils s'écrivent? C'est pareil. Moi, je ne sais pas comment les gens parlaient à l'époque, évidemment, parce que par définition, la seule langue à laquelle on a accès, c'est la langue écrite. La langue orale, on n'a pas d'enregistrement audio de l'époque, voilà, à part trouver voilà, des enregistrements ou des clés USB ou des je sais pas quoi de l'époque. Donc tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, c'est la langue écrite. Euh, voilà, donc on travaille à partir de cette langue écrite et on essaie d'en déduire à partir de cette langue des règles de syntaxe, d'expression, etc., etc. Et bien sûr, à la lumière de ça, on peut ensuite regarder dans la Bible hébraïque les textes en disant est-ce que la syntaxe correspond à ce qu'on voit là? Est-ce que la syntaxe est différente? Est-ce que ça veut dire que les textes hébreux bibliques sont plus tardifs que ça? C'est-à-dire là, on est 600 avant notre ère. Ou est-ce que c'est des réécritures tardives? Ou bien est-ce qu'à l'époque aussi, il y avait différentes
différents niveaux de langue, comme nous aujourd'hui, on n'écrit pas de la même manière selon que j'envoie un petit message rapide à un collègue ou bien je fais une grande lettre, un grand discours de politique générale à l'Assemblée nationale, etc. Et ce que je veux dire, on peut imaginer que voilà, selon que j'écris, à qui j'écris, peut-être je prends pas les mêmes. Et d'ailleurs, on le voit là dans les inscriptions. Les formules de politesse sont pas les mêmes en fonction du contexte, etc. Donc voilà, donc c'est difficile de répondre à votre question. Votre question est très intéressante. Le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de documentation pour y répondre. Donc voilà, donc il leur demande comment ils vont concrètement. Hein. Shalom Atem, est-ce que vous allez bien? Bon. C'est comme ça qu'il faut le traduire. Ensuite, on continue à lire. Ça va pour vous si on continue à lire? Bon, très bien. Alors, une fois qu'il a dit ça, vous avez un point de séparation ici, point. Et là, ensuite, vous avez la lettre suivante. Donc là, on reconnaît le bet, tête triangulaire, la hampe qui descend vers l'avant. Derrière, une autre tête triangulaire, mais une hampe droite et qui part vers l'arrière. C'est donc un resh. Il y a la différence entre le bet et le resh. Donc, bet, resh. Là, vous avez une hampe qui part vers l'avant, mais la tête n'est pas triangulaire, elle est ouverte. C'est un kaf. Un petit trait horizontal, un petit trait vertical. C'est donc un kaf. Donc, bet, resh, kaf. La suite, il faut aller à la ligne suivante. Vous avez un petit trait en croix, c'est donc un tav. Et puis ensuite, de nouveau derrière, vous avez le trait qui descend avec le petit trait horizontal et le trait vertical. C'est de nouveau un kaf. Notez que le kaf, il est un peu différent. Hein. Là, vous voyez, il avait fait le kaf avec le petit trait vertical. Là, il a fait son kaf avec le trait oblique. Je vous avais montré les deux façons de faire le kaf tout à l'heure. Et là, on voit les deux. Donc, on voit que il n'est pas toujours très cohérent dans la façon dont il écrit. Dont il écrit. Donc, on met le kaf ici, n'est-ce pas? Et puis enfin, encore une lettre ici. Vous avez un premier trait, une première dent ou une première, comme vous voulez, première jambage, deuxième corne, appelez ça comme vous voulez. Un, deux, on remonte un peu et schlac, on descend. Donc ça, c'est donc un même. Vous voyez, et là, à la fin, la tendance qu'il a, à la fin de sa hampe, tac, un petit crochet parce qu'il repart. À chaque fois que je clique, il me zoome en arrière. Hop, il repart vers le haut parce qu'il va chercher la lettre suivante. Donc ça, c'est caractéristique des écritures un peu cursives comme ça. Hop, on remonte. Et puis là, vous avez le point de séparation. D'accord, très bien. Alors, si on regarde déjà ce mot, est-ce que vous avez une idée de comment on peut analyser? Parce que là, quand même, ça fait un mot un petit peu long. Donc, en hébreu, des mots comme ça, vous avez pensé à quoi? Berartirem. Ah oui, donc barar, bénir, très bien, oui. Donc, effectivement, oui. Berarti et rem. Berartichem. Donc en fait, évidemment, il faut chercher la racine. Alors le bet à l'initiale pourrait être une préposition. Be, dans, quelque chose. Mais après, il faut trouver un sens. Donc, alors que là, effectivement, le verbe barar, la racine, barar, bénir. Et ensuite, le tav, qui est donc une post-formante de l'accompli. Et puis, rem, qui est donc un pronom suffixe. Donc, barar. Alors, vous savez que le verbe barar ne s'utilise pas au cal. Il est au piel. D'accord? Donc, probablement parce que c'est un verbe dénominatif. Souvent, les verbes dénominatifs ne sont pas utilisés au cal. Donc, normalement, si vous prenez votre paradigme, kitalti, kitalta, kitalt, etc., etc., donc on devrait faire un truc du genre. Normalement, la vocalisation serait d'être un chirek, puis, normalement, qu'est-ce qu'on met si vous pensez à kitalti, si vous l'écrivez c'est quoi la vocalisation du PL normalement? Pardon? Chirek, oui. Tsere. Oui. Et puis un dagesh, kittel. Hein, c'est la caractéristique du PL, poil, itpael, conjugation géminée. Hein, donc, normalement, kittel, et puis du coup, kitalti, normalement, voilà, donc kitalti. Donc, normalement, c'est ça qu'on devrait avoir. Kitalti. Et donc, vous mettez dagesh iod ici, post-formante
consonne voyelle qui ne prend pas l'accent. Donc l'accent reste là, qui talti. Vous mettez un schwa, puisqu'on ne laisse pas une consonne toute seule en milieu de mot, elle va prendre 3. Donc, qui talti. Donc normalement, c'est ça qu'on devrait avoir. Donc, évidemment, Mais il y a resh. si je fais ça... Le resh ne peut pas être dédoublé. Voilà, donc si je fais ça avec le verbe barar, donc normalement, ça devrait faire birarti, quelque chose comme ça. Voilà, normalement, je devrais avoir birarti. Bon. Alors, évidemment, il va y avoir le problème du resh, qui n'aime pas le dagesh, et donc, ça va aboutir à un déplacement compensatoire. Donc, vous allez avoir berarti. Donc, le reste ne change pas, n'est-ce pas? Berarti. Donc, de birarti, vous passez à berarti. Donc, voilà, pas de dagesh dans le resh et déplacement compensatoire, on passe du rirek au tseri. Alors, il y a un petit détail aussi à ne pas oublier, c'est que à l'initiale, vous avez une béguette kefat qui, elle, pour le coup, doit prendre un dagesh. Donc, un dagesh léger, pas un dagesh fort. Donc, c'est marrant parce qu'au départ, on partait sur un dagesh fort sur le resh. Finalement, il n'y a pas de dagesh fort sur le resh, mais il y a un dagesh léger sur le bet parce que c'est une béguette kefat. Donc, berarti. Donc, berarti. Voilà, c'est comme ça que, et puis bien sûr qui ne prend pas l'accent, berarti, d'accord? Consonne voyelle ne prend pas l'accent. Alors c'est pas tout, parce que il va y avoir un pronom suffixe derrière, d'accord? C'est berarti, je bénis, mais je bénis qui ça? Vous. Alors vous le vocalisez comment? Le pronom suffixe? Ségol, très bien. Berartichem. Alors le chem, il va prendre l'accent. C'est un suffixe lourd, consonne, voyelle, consonne. Donc, vous allez avoir le pronom suffixe ici, berartichem. Alors normalement, vu qu'on déplace l'accent, on doit faire tomber l'antéprétonique. Donc, chem, ça c'est la consonne finale, la syllabe finale, la voyelle finale. Ti, c'est la prétonique. Bon, bah là, il n'y en a pas. Ici, il y a une voyelle ici, le patard, mais qui est en syllabe fermée. Donc, on ne peut pas la faire tomber. Donc, il nous reste ça, le tséré sous le bet. Et donc, on se dit, bon, bah, on va donc le faire tomber. Brachtichem. Alors oui, ça irait si précisément il n'y avait pas une gémination cachée du resh. C'est-à-dire qu'on ne met pas de dagesh dans le resh, effectivement. Il va y avoir un déplacement compensatoire, effectivement. Mais on a quand même en tête que le resh, il devrait être géminé. Et donc, c'est comme si la syllabe était fermée. Ber est fermée, rach, ti, chem. Donc, c'est comme si on avait une syllabe fermée, et donc, du coup, on ne va pas faire tomber la voyelle. Elle va se maintenir. Donc, vous allez dire berartichem. Je bénis vous. Je vous bénis. Excusez-moi. Oui, je vous écoute. Oui, oui. Dans ma préparation, j'avais le chem, je l'avais vocalisé avec un serré. Et pourquoi c'est une faute? Alors, donc la Chem. question c'est pourquoi le chem on met un ségol et pas un tséré. Oui. Bah écoutez, c'est comme ça, je sais pas comment vous le dire, c'est le. Oui, non, je sais pas. Je me rappelle plus où je suis allé C'est une chercher. question de vocabulaire, non. Oui, oui. D'accord, Non, non. ça se vocalise tout le temps comme ça. Oui, le chem est D'accord. toujours
toujours D'accord. vocaliser comme ça avec un ségol. Merci. Voilà. Je pense que si vous regardez dans les paradigmes, je ne les ai pas là comme ça sous la main, mais j'ai des paradigmes sur mon site Non, mais je le internet. regarderai. Oui, oui, ne perdons pas de temps, je le Voilà, regarderai. vous verrez que le REM est toujours. Bon, celui, je peux regarder vite fait parce que mon site D'accord. internet est là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez ça. Hop. Vous voyez, que ce soit derrière un verbe, hein, voilà, là, ktalti rem, ouais, rem ici, voilà. Donc, ktalti rem. Là, vous voyez qu'on a fait tomber la voyelle, hein. C'est pas katalti parce que c'était katalti, et vous mettez rem et ça fait tomber ktalti rem. Mais là, on peut pas avec Berarti parce qu'on est au PL. Et ensuite, regardez ici, même derrière un nom, sous rem, ouais, c'est toujours un ségol. Toujours un ségol, Ah ouais. c'est comme ça. Je pense que Regardez, c'est derrière une en tapant préposition, la. la en- hem, oui, oui, oui. Non, mais je pense qu'en tapant la voyelle, j'ai pas tapé la bonne chose, c'est tout. voilà. Comme c'est la même lettre, mais en majuscule ou pas. Ouais, Je pense que ça vient de ouais. là. Merci, merci. Ok, alors donc, pas de questions, on continue. On voit la suite. Donc, on en était là, hein, donc, Berarti rem, point. La lettre suivante, on la reconnaît assez bien, grand trait vertical. Donc, la haste du lamed, ici. Euh, il remonte bien, là, on voit bien le lamed qui remonte. Ensuite, derrière, vous reconnaissez le yod, cette espèce de Z barré au milieu. Ici, là, la base, je dis, il y a certains iodes, on fait juste comme ça. Là, on voit qu'il y a la base qui remonte. Ensuite, ici, vous avez le gros trait vertical, le grand fût, voilà, ce qu'on appelle un fût, donc un grand fût et trois petites traverses. Donc, c'est donc un He. Derrière, vous avez votre belle clé anglaise, donc c'est un Vav. Et enfin, derrière, vous avez de nouveau un He avec le fût et les trois traits. Et puis derrière, vous avez un point de séparation que vous voyez ici. Un point de séparation. Donc, ça se lit. Donc, Lamed, Yod, He, Vav, He. Vous le traduisez comment? C'est le tétragramme. D'accord? Donc, pour le Seigneur, les Yahweh. Alors, évidemment, à l'époque, on ne sait pas comment le tétragramme était prononcé. Les massorettes prononcent Adonai. Donc, vous pouvez, si vous vocalisez à la massorétique, ça fait l'Adonai, un truc comme ça. Berartichem l'Adonai. Je vous bénis à Yahvé. Donc c'est comme quand on va vouer quelqu'un à une divinité, on bénit quelqu'un à une divinité. Je vous remets au bon soin de je vous bénis à Yahvé, c'est-à-dire que voilà, ma bénédiction pour vous, c'est de vous confier, je vous confie à Yahvé ou quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et donc c'est introduit par la préposition lamed. En français, on dirait pas ça comme ça. On dirait je vous bénis par Yahvé ou quelque chose comme ça, plutôt, non? Je sais pas comment ça se dirait en français. Bon, enfin bref. Bon. Mais en tout cas, en hébreu, c'est la direction. Je vous bénis à Yahvé. Voilà. Bon, c'est pas très compliqué. Pas de questions? On continue? Bon, alors on continue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop. Après le point de séparation, vous retrouvez cette espèce de zigzag en haut avec un fût. Donc ça, c'est un vav. Alors vous voyez, le vav, il était ici aussi, on avait cette espèce de clé anglaise là. Là, il était un peu plus écrasé, là, il est un peu plus haut. Donc vous voyez, il n'est pas toujours super régulier. C'est peut-être parce qu'il arrive au bord du truc, là, on ne sait pas. Bon, voilà. En tout cas, vous avez un vav. Et puis ensuite, ici derrière, là, vous avez une lettre. Alors, avec une tête un peu pointue, donc, et qui repart un peu en arrière, on pourrait penser que c'est un dalet, mais en fait, c'est un haïn. Comme je vous disais, c'est pas toujours évident de se faire la différence. Là, c'est en l'occurrence un haïn, donc, un haïn ici. Et puis, il faut aller chercher la suite au début de la ligne suivante.
Là, c'est un peu effacé, hein, c'est un peu difficile, mais on reconnaît une petite croix comme ça. Donc, c'est un tav. Et puis, derrière, il y a un petit point de séparation ici, là. Donc, on va s'arrêter là. On a un mot de plus. Alors, qu'est-ce que vous en faites de ce mot? Non, vous n'avez pas eu d'idée, hein? Et je trouvais het, le Pardon? temps. Et, le J'ai temps? trouvé het, le temps. Alors, et, le temps. Oui. Donc, et le va, vous en faites quoi alors? Une conjonction Une de conjonction. coordination. Conjonction de coordination, très bien. Alors, effectivement, et le temps, c'est pas terrible. Mais la racine est la bonne. Il est temps. Euh, Ouais. en fait, euh, euh, on y est presque. C'est non pas être le temps, mais atta, l'adverbe atta, maintenant. Je vais vous le montrer. Alors évidemment, dans la Bible, vous êtes habitué, en hébreu massorétique, à le voir écrit avec une mère de lecture et à la fin. Veata. D'accord? Veata, arurata, etc., etc., etc. Bon, voilà, Veata. Donc c'est effectivement très classique d'avoir Veata. Donc c'est ça qu'on va vocaliser ici. Veata. Donc ça s'écrit avec un patar, un dagesh et un kametz. Veata. Alors effectivement, vous n'avez pas de mère de lecture ici. On est à une époque où les mères de lecture ne sont pas très fréquentes. C'est-à-dire que on peut utiliser une mère de lecture en fin de mot, ça dépend des scribes. On a des scribes d'ailleurs qui utilisent volontiers un he comme mère de lecture pour un son a en fin de mot, mais ça n'est pas la norme, c'est pas l'habitude. Alors évidemment, ça nous complique un peu la tâche. Nous, on aime bien les mères de lecture, ça nous aide. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont été inventées, justement, c'est pour nous filer un coup de main. Mais vous voyez, c'est comme Shalom, là, qui est écrit sans mère de lecture Vav, etc. Donc, voilà, est-ce que c'est Shalom, Shilem, Shulam, etc., etc. Ça pose beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de mère de lecture. Mais en tout cas, notez que vous n'aurez pas toujours de mère de lecture euh, pour le son A, et y compris en fin de mot comme ça. Euh, il y en a, mais pas toujours. OK? Donc, Ve'ata et maintenant. Ensuite, on continue, si c'est bon pour vous. La lettre suivante, c'est un iode. Vous reconnaissez donc cette espèce de Z barré. Ensuite, là, vous avez une tête triangulaire avec une longue hampe. Donc ça, c'est un resh. Ensuite, vous avez de nouveau une tête triangulaire avec une hampe qui est presque pareille, mais la tête est un peu plus grosse, la hampe est un peu plus courte, ça dépasse un peu au-dessus. Donc en fait, c'est un dalet. Mais vous voyez, quand je vous dis que le resh et le dalet se confondent facilement, comme je vous disais ce matin, est-ce que les ennemis d'Israël, c'est les Édomites ou les Araméens, Édom, Arabe, dalet resh, la confusion est assez facile. D'accord? Donc, on a, on a un dalet avec un point derrière qui est pas bien, qui est à moitié effacé, et en plus, en dessous, on a des traces palimpsestes. Derrière, en revanche, la lettre, on la voit très bien, justement, ça, elle est facile parce qu'elle monte très haut, c'est la seule qui monte haut comme ça. Donc, c'est un lamed, il n'y a pas de souci. Derrière, regardez, vous avez cette tête ronde, et je vous disais ce matin qu'il peut être décalé, voire fait en un seul trait, comme ça, avec un fût. Vous vous souvenez de quelle lettre il s'agit? C'est le kof, qui est l'ancêtre du kof que vous connaissez, hein, puisque vous voyez, le kof, vous le faites là, comme ça, avec la tête un peu arrondie. Il y a juste cette partie-là au-dessus qui s'est atrophiée et qui a disparu, mais voilà. Donc là, kof. Ensuite, tête triangulaire avec un trait qui descend. Alors, il est un peu effacé, on peut hésiter. Est-ce que ça part par là? Est-ce que ça peut être un bête? Est-ce que ça peut... Bon, voilà. Finalement, c'est un resh. Ensuite, là, vous avez une belle croix bien visible. Donc là, il n'y a pas de doute. C'est un tav, pardon. Et puis enfin, là aussi, une belle lettre très bien visible, hein, ce grand zigzag avec un trait au milieu, c'est donc un iode.
Puis là, regardez-moi ce point de séparation qui est parfait. Là, on a fait un beau truc bien rond, très facile à voir. Donc, on a deux mots qu'il va falloir interpréter. Alors, est-ce que vous avez, déjà pour le premier mot, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait lire là? Le verbe yarad, oui, très bien. Qui veut dire quoi? Ouais. Yarod, Qui veut Yarod, dire l'infinitif absolu. connaître? Non, yarad, c'est pas. Descendre, descendre. Ouais, c'est descendre, voilà, absolument. C'est yada qui veut dire connaître. Yarad, ça veut dire descendre. Donc, on a le verbe descendre. Et maintenant, Infinitif absolu. le verbe descendre. Alors, pourquoi pas l'infinitif absolu? On peut imaginer descendre, voilà. Et à ce moment-là, si c'est un infinitif absolu, comment on le vocalise? Kametz et Holem. Kametz et Cholem, d'accord? Yarod, Katol, d'accord? Et maintenant, descendre. Alors, on va regarder, parce que c'est la syntaxe nous permet de déterminer ce qu'il faut lire, évidemment. Et le deuxième terme, alors? Le verbe quoi? J'ai lu un infinitif Kara, construit. rencontrer, oui, d'accord, très bien. Et du coup, Infinitif construit. alors on le vocalise comment? Et c'est au-delà du verbe kara, ce serait quoi? Hein? Chirek sous lamed, oui. Shfa, oui. Kametz, oui. Et chirek. Likrati, d'accord? Donc, le lamed ici, c'est une préposition. Kara, c'est rencontrer. À l'état construit. Et puis le i derrière, c'est moi. Vers, pour rencontrer moi. D'accord? Une expression que vous retrouvez dans la Bible, évidemment, puisque. Alors attendez, parce que souvent, on le considère comme un verbe P, lamed Aleph. Voyez, par exemple, ici, likrato, voyez, ou likrat, etc., etc. Likratam, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez, voilà, likrata, likratenu, likrato, etc., etc. Donc je ne sais pas si on a de temps en temps un suffixe de la première personne du singulier. Bah oui, on l'a ici, vous voyez, nombre 2234, likrati. Nombre 23.3, donc, pour rencontrer moi. Et souvent, on va dire à ma rencontre, évidemment. Nombre 23 tra, voilà, et voilà, Oulai, Yikare, Adonai, Yikrati, etc., etc. Peut-être que le Seigneur viendra-t-il à ma rencontre, bon, à la rencontre de moi, d'accord, l'action de rencontrer de moi. Alors donc, d'où la question qu'on se pose, parce que nous, ici, vous voyez, on le trouve sans Aleph. Ici, vous avez un Aleph. Une mère de lecture en milieu de mots, c'est quand même rare. Donc, tel que c'est orthographié dans le texte massorétique, on a plutôt l'impression que le Aleph est considéré comme faisant partie de la racine, un verbe troisième Aleph, et que le Aleph est devenu quiescent. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas vocalisé, mais qu'il ferait partie de la racine, et que donc la racine, ce serait bien kara. Quand on regarde dans le dictionnaire, vous avez effectivement une entrée kara, kof, resh, aleph. On vous dit que oui, que c'est en fait une forme alternative de kara qui serait une troisième faible, c'est-à-dire troisième yod ou quelque chose comme ça. Parce que, alors vous pouvez regarder, kara'a en arabe, effectivement, mais qui veut dire lire. Donc voilà, donc on se pose la question de dire est-ce que c'est effectivement une vraie variante du verbe kara, parce qu'effectivement, si vous regardez kara kofresh, qui serait donc écrit avec un he comme troisième faible, pareil, on dit kara, qui est aussi une forme variante de kara avec un aleph. Donc vous avez les deux. On vous explique que concrètement, vous avez le droit
vous avez le droit aux deux. On trouve les deux en fait. Donc on trouve tantôt Kara avec un Aleph, tantôt Kara avec une troisième faible, troisième iode. On vous explique en ougaritique, on le trouve, la troisième iode qui est effectivement primitivement voilà, troisième iode qui devient la Medhé, ce qu'on appelle la Medhé en hébreu. Et que même vous avez avec un Vav en sud-arabique, etc. Bref. Donc ici, vous avez le droit aux deux. Ce sont des variantes l'une de l'autre. Nous, dans notre texte, on n'a pas de Aleph. Likrati, Excusez-moi, on n'a pas de excusez-moi. Aleph. Oui, je vous écoute. Oui, oui, j'avais fait une autre hypothèse. C'était likroti avec un infinitif construit, suivi d'une finale i, qui est le sujet dans ces cas-là, parce que si c'est le COD, c'est eni, d'après ce que j'ai lu dans Kessler. Donc, est-ce que ce likroti est stupide ou est-ce qu'il descend pour que je rencontre, mot à mot, pour moi rencontrer? Ah, Est-ce que c'est quelque chose Likroti, euh, pour que moi je rencontre. Le problème, c'est que vous ne trouverez pas l'icro dans. Attendez, je vérifie, mais je suis pas sûr qu'on trouve. Je vais vérifier. Non, en plus, on va pas le trouver comme ça. Donc, enfin, peut-être on va mettre un suffixe. On n'est pas obligé de mettre. Ouais, de toute façon, à chaque fois, c'est indiqué. Oui, dans l'expression, à chaque fois, c'est kara avec un aleph et pas avec un he. Euh, donc non, non, on n'aurait pas ça. D'accord, Et puis, d'accord, ouais, ouais, voilà, voilà. Non. d'accord, merci. Bon, et puis de toute façon, justement, enfin, dans le contexte, on leur demande à eux de descendre, donc c'est forcément, il faut descendre à ma rencontre, parce que voilà, ce serait difficile d'imaginer, ça n'aurait pas beaucoup de sens, disons autrement. Voilà, donc, D'accord. je reviens maintenant sur le verbe yarad. Est-ce qu'on peut imaginer autre chose qu'un infinitif absolu? Ça peut être le kata, tout simplement. Le katal, ouais. À ce moment-là, on vocaliserait comment? Avec un patar sous le. Avec un patar. Yarad likrati. Il est venu. Il est venu à ma rencontre. Donc ça, on pourrait tout à fait le traduire comme ça. Et maintenant, il est venu à ma rencontre. Alors on ne sait pas qui, mais peut-être on va nous le dire après. Voyez. Et maintenant, un tel est venu à ma rencontre et il m'a dit ça, etc. Et voilà, donc je t'informe de ce qui s'est passé. Donc on peut tout à fait imaginer de le vocaliser comme ça. Yarad ou Yarod. Est-ce que ça pourrait être un infinitif, un impératif, pardon. Et maintenant, descendez à ma rencontre. Ou descends à ma rencontre, quelque chose comme ça. Si on veut un impératif d'un verbe période, à l'impératif des verbes période, vous perdez la première radicale. Ça ferait red, descend. D'accord? Le verbe yarad, période, descend. Descendez, rdou, quelque chose comme ça. Voilà. Si on prend un verbe yod, un verbe période, et qu'on veut qu'il soit à l'impératif, voilà, c'est. Le verbe yatsa, sortir, c'est, sort. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? On peut c'est où, sortez. Da, sache. Yashav, chève. Hein, ça veut dire assieds-toi, un siège, quelque chose comme ça. Hein. Bon, voilà. Shvu, siéger. C'est, sort. Voilà. Etc. etc. Voilà. Donc, on aurait Red. Regardez, Redou, bah on l'a ici, Genèse 42. Redou, Rdou, descendez. Voilà. Donc, s'il donnait cet ordre, il dirait Rdou. Donc, ça ne peut pas être un impératif. Mais un participe actif, Yored, ouais. Veata, Yored, Likrati, et maintenant descendant à ma rencontre. Bon,
Vous voyez, on ne sait pas de qui on parle, mais pourquoi pas Eata, Yorel, Il est au Dikrati, un singulier tel. dans ces Hein, cas-là. ouais. Oui, à ce moment-là, c'est Ce une seule serait au personne. singulier. Oui, ce serait du singulier. Il y a quelqu'un qui descend à ma rencontre, mais on ne sait pas qui. On va nous le dire après. Ouais, donc tout ça, c'est des possibilités que vous avez autour de la racine yarad. Ce que vous ne pouvez pas avoir, c'est l'impératif. Ça, c'est sûr. Parce que la première préformante, la première radicale, pardon, tombe. Alors, si on part sur l'idée d'un ordre, évidemment, l'infinitif absolu est utilisé. Pardon. L'infinitif absolu, vous savez, est utilisé régulièrement pour donner des ordres. Il faut, comme en français, vous avez marqué ne pas fumer. Voilà, ne pas fumer, ça s'écrit ER. C'est donc un infinitif. En français aussi, quand on donne des consignes, on utilise l'infinitif. En hébreu aussi, on utilise l'infinitif. Et on le voit très bien, même dans les 10 commandements, par exemple, ou quand on donne des ordres, etc., on peut utiliser l'infinitif sans problème. Bon, voilà. Donc, on va bien voir après le sens. Est-ce que c'est comment dire, l'expéditeur qui ordonne aux deux destinataires de descendre à sa rencontre, ou est-ce que il écrit à ces deux destinataires pour dire je vous informe que quelqu'un est en train de descendre ou que quelqu'un est descendu à ma rencontre. Donc il faut regarder la suite du texte. On regarde la suite du texte? Ça va pour vous? Ok, très bien. Et puis après, on fera la pause. Alors, où est-ce qu'on en est? Attendez. Oui, on en est là, voilà. Likrati. Hop, 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 hop. Ensuite, ce qu'on a comme terme ici, donc là, la première lettre, voilà, on va faire lettre par lettre. Là, vous avez une tête triangulaire avec la hampe qui descend vers l'avant. Donc ça, c'est la lettre bête. Comment je vais marquer ça? Voilà, ici, la lettre bête. Ensuite, vous avez votre petit zigzag avec un trait au milieu, c'est un iode. Ensuite, vous avez un trait et l'eau, donc une croix, c'est un tav. Ensuite, vous avez le fût et trois traits. Enfin, trois, sauf que là, il y en a deux qui sont un peu, ils se chevauchent à moitié. Hein, donc, voilà. Donc, c'est un hé. Ensuite, vous avez un petit point ici au milieu. Hop. Déjà, on va traduire ça. Alors, ça vous fait penser à quoi, ça? Ouais. Bait, la maison. Vers la maison. Pardon? Vers la maison. Vers la maison. Ah oui, d'accord. Vers la maison, donc bait. Mais alors, oui, le et après, c'est quoi alors? Le direction. Le et de direction. Très bien. Donc, on a le terme bait. D'accord? Bait. Hein, qu'on va écrire comme ça. Vous savez que vous avez à la base une diphtongue, hein, c'est bait. Je vais l'écrire en. Vous avez une diphtongue bait, mais qui en hébreu, on ne met pas deux consonnes en fin de mot. Hein, bait, c'est pas possible. Donc en fait, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on met une voyelle d'appui, une anaptix, donc un petit i comme ça, mais qui ne prend pas l'accent. Donc dans bait, l'accent il est sur le a, vous voyez, bait. Et donc vous mettez un petit i comme ça, bait, mais il ne prend pas l'accent. C'est comme quand vous dites meler. Le deuxième ségol est une petite voyelle d'appui, une voyelle anaptictique, mais il ne prend pas l'accent. Meler, bait. Donc c'est comme ça qu'on le vocalise en hébreu. Bait, donc ça c'est le mot maison, bait. Alors le bet est une bégat kefat. S'il n'est pas précédé d'une voyelle, on lui met un agache léger. Mais là, il est précédé d'une voyelle. Donc ça dépend si vous respirez ou pas, etc. Alors il est évident que toutes ces règles n'existaient probablement pas à l'époque. Hein. Là, on a un texte qui date de 600 avant notre ère. Donc, bref, là on s'amuse à vocaliser comme en hébreu massorétique, mais c'est évident qu'à l'époque, il n'y avait probablement pas la double prononciation des bégat kefat, etc. Mais c'est pas grave. Donc bait, et du coup, ce hé de direction, vous le vocalisez comment?
avec un kamet, très bien. Ce qui est assez logique, on est dans une syllabe ouverte, donc voilà, un A en syllabe ouverte. Voilà, c'est écrit avec un kamet, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait de l'accent? Est-ce qu'il se déplace? Il revient sur le TAF, non? Il revient sur le tav. Donc, baïta, Oui. hein, c'est ça. Alors, c'est ça la question. C'est est-ce que le A de direction prend l'accent? Attendez, je vais vous montrer ça. Alors, il faut que je mette autre chose. Ah oui, attends, c'est pas une lettre, il ne l'a pas considéré comme ça. Alors, attendez. Il faut que je cherche comment on fait ça. Il a dû mettre ça, particule. Qu'est-ce que c'est que c'est? Comment il pourrait appeler ça? Je sais pas où est-ce qu'il va. Non, c'est pas. Si c'est pas une particule, comment il va appeler ça? Suffixe peut-être? Oui, je sais, mais je sais pas. Voilà, directionnel. Il l'a mis là. Bon, très bien. Il la met comme suffixe. Eh bien, regardez ce qui se passe. Baïta, baïta, bêta, il garde l'accent. Le A de direction ne prend pas l'accent. Donc ça, faut le noter. Le A de direction ne prend pas l'accent. Donc l'accent ne va pas bouger. Oui, le A de direction ne prend pas l'accent de manière générale. C'est pas qu'avec baït. Ah oui, alors la façon de prononcer sur le région, alors ça j'ai aucune idée. Là encore, on n'a aucune idée de la façon dont les gens prononçaient à l'époque, hein. Je, je, moi je, 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 je vous donne les règles de vocalisation massorétique. Voilà. Donc, mais effectivement, le A de direction ne prend pas l'accent dans les règles de vocalisation massorétique. Voilà. Donc du coup, vous avez bait plus A de direction qui vous fait baïta. Alors, je vous rappelle que ce petit rirek, c'était une voyelle de liaison, une anaptix, parce qu'on ne voulait pas avoir, primitivement, on devait avoir deux consonnes en fin de mot, comme malk qui donne meller, parce que le Y et le tav, le yod et le tav étaient en fin de mot. Mais à partir du moment où ils sont plus en fin de mot, d'accord? Je reprends mon. Si vous dites j'ai bait plus A, ça vous fait baïta. Je n'ai plus besoin de cette anaptix. Donc, on ne va pas dire baïta, on va dire baïta. On va mettre un shfa. Je ne suis plus en fin de mot, je peux me contenter d'un shfa. Baïta. Likrati baïta. Alors, ce que je peux faire éventuellement, c'est de contracter la diphtongue. Au lieu de dire baïta, je pourrais dire bêta. Alors, comme je ne mets plus le chirek, et que malgré tout, je fais tomber la voyelle, mais le tav, je ne mets pas de dagesh dans le tav, ça veut dire que je considère le shfa comme un shfa mobile. Je vais avoir un petit déplacement aussi, je vais mettre un kametz. Donc en général, vous le trouverez écrit comme ça, baïta, avec un kametz. Syllabe ouverte, ba, et ensuite yota. C'est toute la difficulté des diphtongues. Le yod, vous en faites quoi? Consonne, voyelle, etc. Bon, c'est le problème des diphtongues. Et donc, vous allez le voir orthographié, mais pas toujours. Voilà, je vois baïta, baïta, non, pas toujours en plus. Et bêta. Donc, allez, on va laisser un patard. Je vous dis, vous pouvez même contracter, je vois qu'on peut même contracter la diphtongue. Bêta, là vous avez baïta. Bon, c'est aussi parce que là il est en forme posale. Donc, baïta, on passe plus de temps dessus. Ouais. Ouais, baïta, là c'est pareil, je vois la tnar. Donc, on va le vocaliser comme ça. Bêta, vous pouvez l'avoir aussi, vous pouvez contracter la diphtongue. Baïta. Ouais, vous avez le choix. Voilà. Vous avez même les deux dans le même verset. Habaïta, habaïta, bêta, etc., etc. Bon,
Alors, cela dit, je vois bêta quand on contracte la diphtongue, c'est aussi parce qu'on est à l'état construit. Enfin, à l'état construit. Disons, bêta phare O, c'est pas un vrai état construit parce qu'il y a le A de direction dedans. Mais j'ai l'impression que c'est aussi, il faudrait regarder les cas. Ouais, c'est ça. Bêta V2L, vous voyez, c'est aussi parce que derrière, on a une forme d'état construit. Bref. Donc ici, on va vocaliser baïta. Donc likrati baïta en direction de la maison. D'accord? Donc le verbe yarad, une conjugaison à déterminer, l'idée de descendre à ma rencontre vers la maison. Moi, je suis à la maison, comprenez? Moi, je suis à la maison, je vous écris bonjour Neriaou, enfin chez le Shmayaou, etc. Comment allez-vous? Euh, Descendre à ma rencontre à la maison. Alors évidemment, dans le contexte, quand on avait pensé que ça aurait pu être Yarad et descendu à ma rencontre, bon, à la maison, etc., on pourrait continuer la phrase encore, mais voilà, a priori, on n'a pas de terme qui pourrait être le sujet du verbe Yarad, donc on va garder la vocalisation Yarod, on va garder l'infinitif absolu. C'est ce qu'il y a de plus simple. On donne une consigne, et cette consigne est donc, on utilise l'infinitif absolu pour donner les consignes. Donc j'écris à Neriaou et à Shmayaou, comment allez-vous? Je vous bénis à Yahvé, et maintenant, il faut descendre à ma rencontre à la maison. Excusez-moi, Oui, je vous écoute. on ne peut pas supposer que je ne pense pas que ce soit le cas naturellement, mais on ne peut pas supposer que le sujet d'un éventuel yarad arriverait après. Si, c'est ce que je disais tout à l'heure, on pourrait supposer que le sujet arrive encore un peu plus loin, mais ça n'est pas le cas. Je connais le texte, donc je Non, veux ce n'est bien pas le qu'on cas. reste De toute encore façon, vu le en sens du suspens. mot qu'il y a derrière. Oui, c'est Oui, ça. Donc, je dis, d'accord. on pourrait imaginer Yarad, Likrati, Vaita, et ensuite un sujet qui arrive, etc. Mais voilà, pour l'instant, c'est quand même l'hypothèse de travail, c'est de le vocaliser comme ça. On changera si on a une surprise, mais comme moi je connais le texte, je pense qu'effectivement, D'accord. voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça va pour vous? Très bien. Tout le monde aussi là-bas? Bon, parfait. Eh ben, on fait une petite pause. Je vois que c'est l'heure de faire la pause. On va se dégourdir les jambes, prendre un petit café si vous voulez, et puis on revient pour la suite du cours. Je vais arrêter l'enregistrement et on reprend là tout de suite dans quelques minutes. À tout de suite.